Bonjour à toutes, bonjour et bienvenue pour l'occasion de ce premier webinaire Remake qui nous donne l'opportunité de venir à la rencontre de nos partenaires professionnels du patrimoine, mais aussi de nos associés. L'objectif de ce premier webinaire, c'est bien sûr de balayer tous les sujets d'actualité, les sujets brûlants, au sujet du monde qui nous entoure, au sujet de l'immobilier, mais bien entendu également au sujet de Remake et de sa SCPI. Pour nous répondre aujourd'hui, deux invités de choix. Nicolas Kert, président et cofondateur de la société de gestion. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas. Et David Sexig, directeur général et cofondateur également de la société Remake. Bonjour Benoît. Alors messieurs, avant de démarrer et afin de laisser peut-être une poignée de secondes aux retardataires qui sont en train de se connecter, on peut peut-être commencer par un petit tour de table. Nicolas, peut-être, est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr, alors j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le monde de la gestion immobilière réglementée. Donc pour gérer par exemple des fonds immobiliers, des SCPI, des OPCI, toutes sortes de produits comme ça, plutôt d'ailleurs à destination de la clientèle particulière. Et donc une expérience prolongée dans l'immobilier, dans le fund management. Super, merci Nicolas. David également, est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Une expérience assez similaire, d'une quinzaine d'années dans la gestion de fonds immobiliers aussi, avec une spécificité au fil du temps, qui s'est un peu construite, une expertise particulière sur l'investissement à l'étranger et sur les fonds en croissance. Super, merci beaucoup. Alors messieurs, est-ce que, maintenant que vous êtes présentés, est-ce qu'on peut dire un mot très bref sur la genèse, l'origine, pourquoi Remake ? Qu'est-ce que c'est que cette société de gestion ? Alors Remake, toute nouvelle société de gestion créée en 2021, Remake, c'est avant tout la rencontre de 8 personnes qui sont issues du monde de la gestion réglementée, du monde de la gestion immobilière, qui ont partagé des expériences professionnelles par le passé, qui se sont dit un jour, si on faisait quelque chose ensemble pour porter nos convictions d'investissement, vous allez voir qu'on a des convictions assez fortes en matière d'investissement immobilier, et puis aussi porter des convictions un peu plus personnelles, qui ont trait en fait à la finance responsable. Et puis je pense qu'on aura l'occasion de démontrer qu'au sein de Remake, on a des convictions ESG, environnementales, sociales et gouvernance, assez fortes, et surtout dès l'origine de la création de la société. Oui, tout à fait, on va y revenir. David, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Donc c'est exactement ça, c'est vraiment une histoire d'homme en fait. C'est une histoire de rencontre, on l'a fait, on a cette spécificité d'avoir tous à un moment travaillé ensemble et d'avoir eu envie de porter ce projet, de porter ses convictions. Et puis Remake, c'est aussi l'indépendance, l'agilité, l'indépendance d'une décision. On est allé au bras de nos parcours tous ensemble, de boîtes de plus en plus importantes vers des boîtes de plus en plus petites, toujours à la recherche de la liberté d'entreprendre, de la liberté de porter ses convictions. De faire ses choix en matière de stratégie immobilière au bénéfice des gens qui nous suivent. Et c'est ce qu'on a pu faire depuis maintenant 1 an que la société existe. Et on remercie évidemment ceux qui nous ont accompagnés dès le début. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci messieurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on entre dans le vif du sujet. La thématique de ce webinaire, les marchés immobiliers baissent. Quelles sont les conséquences pour les SCPI ? On va adresser cette question passionnante en 3 parties. Je vous propose d'abord qu'on commence par regarder dans le rétroviseur, qu'on regarde ce qui s'est passé un petit peu en 2022. On essaiera d'en tirer des conséquences pour les mois qui viennent et cette année 2023 qui est particulière. Et puis, on terminera peut-être par finalement les petits secrets, passer derrière un petit peu le rideau et savoir ce qui permet à Remake de générer cette performance, de se démarquer un petit peu par rapport à ses concurrentes. Ça vous convient, messieurs ? Parfait. On y va. Bon. Eh ben super. Nicolas, David, peut-être David en premier. Alors David, est-ce qu'on peut faire un premier bilan finalement du marché de la SCPI 2022 ? Alors, le marché de la SCPI 2022 est un marché qui s'est très très bien porté. C'est un marché qui a collecté presque plus de 10 milliards d'euros sur l'année 2022, donc ce qui porte la capitalisation des SCPI à 100 milliards d'euros. Ça commence à devenir considérable. On a 200 SCPI sur la place. Qui sont gérés par des sociétés de gestion, donc des produits agréés par l'autorité des marchés financiers, des produits de rendement et qui ont délivré pour l'année 2022 une performance, ou en tout cas un taux de distribution tout aussi honorable, puisqu'on a eu 4,50 de moyenne. C'est le benchmark de marché, c'est-à-dire c'est la moyenne de l'ensemble des 4,50% de rendement annuel.
Exactement, en moyenne. Donc c'est vraiment la distribution de toutes les SCPI de la place rapportée à la capitalisation de toutes les SCPI de la place. Ça donne la distribution moyenne du marché. Voilà, donc ça reste une classe d'actifs extrêmement attractive. Et qui a connu. Alors on a quand même noté quelques inflexions, c'est-à-dire qu'on a eu un premier semestre qui était très très puissant en termes de collecte, et on a un second semestre qui s'est un peu ralenti. Effectivement, ça annonce aussi peut-être des difficultés à venir ou des difficultés à gérer, du moins. Parce que les difficultés font partie du métier de la gestion. Faut pas avoir peur des difficultés. Ça se gère. Et on peut aussi noter des comportements un peu différents sur les typologies de SCPI, puisque on voit clairement que les SCPI dites diversifiées, c'est-à-dire des SCPI qui mélangent toute typologie d'actifs immobiliers, que ce soit bien du bureau, du commerce, de l'hôtellerie, de logistique, de l'activité, ont eu un regain d'intérêt pour l'ensemble des investisseurs du marché par rapport à ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Peut-être qu'on peut y voir aussi un lien avec l'effet Covid. Pendant le Covid, certaines SCPI spécialisées, il y a eu beaucoup de commerce bashing, beaucoup de doutes sur l'hôtellerie, ont un petit peu souffert. Alors, elles se sont très bien remises depuis, ce qui montre aussi la résilience de cette classe d'actifs d'une manière générale. Mais effectivement, alors on peut peut-être penser que certains investisseurs se sont dit, plutôt que de m'exposer à une seule typologie de SCPI, une seule classe, je vais peut-être faire de la diversifier, au moins s'il y a des variations de marché, je serai davantage protégé. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on analyse les choses, c'est comme ça qu'on voit les choses par rapport à ce qui s'est passé en 2022. D'accord. Merci beaucoup, David. Alors, juste un petit aparté, je m'aperçois que j'ai oublié de préciser qu'évidemment, tous nos auditeurs peuvent poser leurs questions. Il y a un chat qui est prévu à cet effet. On adressera évidemment toutes ces questions à la fin de cette présentation, de ce petit débat, et on aura plaisir à répondre à toutes les questions que vous voudrez nous poser, ou en tout cas à celles qu'on pourra adresser dans le temps imparti. Nicolas, très intéressant ce que vient de dire David, donc une très bonne santé pour les différentes SCPI du marché, un regain d'intérêt pour les diversifier. On a quand même tendance à entendre dans les médias autour de nous, même les gens qui nous entourent, que l'immobilier traverse une période qui est un peu chahutée. La question que se posent un peu les gens, est-ce que l'immo est en train de se retourner ? Ouais. Alors, David, tu exprimais effectivement ce mouvement vers les diversifiés. C'est peut-être aussi la constatation d'une certaine forme d'incertitude en disant finalement, je ne sais pas quelle est la stratégie gagnante de demain parce que ça bouge beaucoup. Donc, il vaut mieux que je fasse confiance à un gérant qui a des convictions et puis qu'il aille là où la performance peut exister. C'est un peu ça, effectivement, dans l'immobilier. On est en phase de transition sur l'année 2022. Évidemment, sur le plan géopolitique, vous voyez ce qui s'est passé. Sur le plan de l'inflation également, il y a un retour de l'inflation. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'inflation. L'inflation, ça ne fait pas de mal à l'immobilier. L'inflation basse non plus, c'est juste la transition qu'il faut savoir gérer. On est en plein dans cette transition avec un retour de l'inflation. Et donc, ça a forcément des conséquences sur le marché de l'immobilier, puisque, vous savez, l'immobilier adore quoi ? L'immobilier adore la dette. À titre personnel, vous avez peut-être fait l'expérience récemment de vouloir acheter votre résidence principale. Votre taux d'intérêt, votre coût du crédit, il est 3 fois supérieur à il y a 1 an et demi. Donc, conséquence, vous allez moins emprunter. Donc, ça veut dire que vous allez avoir moins de sous à mettre dans la machine de l'immobilier. S'il y a moins de sous, ça veut dire que les prix forcément s'ajustent, c'est l'offre et la demande. Donc la conséquence, c'est que sur un certain nombre de marchés immobiliers en Europe, je parle de l'immobilier d'entreprise, ça marche aussi pour l'immobilier d'habitation, étant donné qu'il y a moins de sous, il y a des prix qui baissent. Donc oui, les prix commencent à baisser de manière assez forte d'ailleurs dans certains pays, notamment en Europe du Nord, mais aussi en Espagne, pour venir s'ajuster par rapport à ce nouvel environnement de marché. Et donc, on a un découplage, on commence à vivre un découplage. C'est extrêmement intéressant, Nicolas, effectivement, pardon, je te coupe, mais c'est exactement la question que j'allais te poser, puisque tu mentionnais l'Europe. Est-ce qu'on voit des disparités, finalement, entre certaines zones géographiques, certains pays ? Tout à fait. Et il y a une raison assez simple à cela, c'est encore une fois la dette. La dette guide la performance de l'immobilier, généralement. C'est que vous avez certains pays qui ont l'habitude, certains acteurs dans certains pays qui ont l'habitude de financer à taux variable. Évidemment, quand vous avez un taux d'intérêt qui remonte, vous avez des charges d'intérêt qui sont plus chères. Et donc, parfois, vous avez des performances immobilières qui deviennent inférieures au coût de la dette. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vendez votre actif. C'est ce qui peut se passer avec des vendeurs, finalement, pas forcément stressés, mais qui n'ont plus vraiment d'opportunité à monter cet immeuble, et puis qui le mettent sur le marché et qui sont prêts à écouter des prix plus bas. Oui, ça va plus vite dans certains pays qui financent à taux variable. En revanche, en France, on observe que la structure de financement étant à taux fixe, ça bouge moins vite, mais ça va finir par bouger aussi.
Oui, ça va bouger mécaniquement parce que déjà, il y a un certain nombre il y a un stock de dettes en France, et en immobilier d'entreprise, en immobilier commercial. Et forcément, en 2023, il y a un certain montant, une certaine partie de ce stock qui va arriver à échéance. Et comme il arrive à échéance, les gens qui avaient emprunté à 1,5% doivent se refinancer à 5 ou 4,5%. C'est plus compliqué pour eux, donc forcément, ils vont être dans une situation de se dire je vends ou je vends pas, ou est-ce que je rembourse moi-même une partie du prêt avec de l'argent que j'ai de côté, ou est-ce que je mets en vente mon actif. Et donc, c'est toute cette période en fait de dette à échéance qui arrive sur le marché qui risque d'amener à des corrections en immobilier d'entreprise. En tout cas, c'est notre scénario pour le second semestre 2023. Toutefois, une bonne nouvelle, c'est que sur le plan du marché locatif, c'est-à-dire finalement le marché qui est lié à l'emploi, on voit qu'en Europe, le marché de l'emploi se tient. Ouais. Et donc, sur la partie loyer, nous, on n'est pas pessimiste. On ne devrait pas avoir du vide locatif sur le bureau, etc., sauf évidemment problème localisé, parce que l'offre est contrainte. Il y a très peu de production neuve, de bureaux, de commerce, etc. Et puis, le marché de l'emploi se tient. Donc, des conditions sur les loyers qui sont, à notre sens, positives. Alors, merci messieurs pour ce petit point. Alors du coup, ça me permet de faire la transition. On a parlé de 2022, on va justement se projeter sur 2023. Ce que je comprends finalement de ce que vous me dites, c'est que même s'il y a une correction des prix, finalement, le marché donc sous-jacent, c'est-à-dire l'offre de mètres carrés disponibles, donc la construction, la demande locative, ce marché-là, il est plutôt sain et il n'y a pas de raison a priori pour qu'on voit des événements type années 90 se produire aujourd'hui. Hyper intéressant. Alors, quelle prévision justement vous faites, vous, pour les 12 mois à venir, ou en tout cas l'année 2023 ? Oui. Alors, pour 2023, nous, on considère que l'inflation va perdurer. Néanmoins, la politique de la Banque centrale européenne va faire que, selon nous, en 2024, on va arriver en fait à un palier haut de cette inflation et un reflux de l'inflation. Et pourquoi pas, fin 2024, finalement des taux d'intérêt qui pourraient rebaisser à la faveur d'une politique plus incitative de la Banque centrale. Donc, du coup, un mauvais cap à passer sur l'évolution des taux en 2023. Mais finalement, c'est presque une bonne nouvelle quand vous êtes acheteur. Parce que vous achetez dans des conditions de marché évidemment moins chères, moins coûteuses qu'il y a 1 an ou 2, avec peut-être l'espérance que les prix remontent de nouveau à la faveur d'une baisse des taux d'intérêt. Absolument. On considère finalement que l'année 2023 est une réelle opportunité d'investissement. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le marché pourrait corriger, le marché français, les marchés étrangers ont déjà commencé à corriger. Nicolas en a parlé, et on le voit, on le constate tous les jours, que ce soit en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne. On a une vraie correction du marché en immobilier d'entreprise. En France, on l'attend encore, même si on commence à voir des deals, on commence à voir des affaires, des offres qui se corrigent doucement, donc on est assez confiant là-dessus. Donc cette année 2020 devrait être une année d'opportunité. D'opportunité pour les acteurs qui ont du cash, des acteurs qui collectent, des acteurs qui ont des liquidités, comme les SCPI, et qui vont être en capacité finalement de se positionner sur ces actifs un peu en difficulté qui est lié au marché de taux. C'est pas une crise financière qu'on connaît, c'est pas une crise immobilière. Ouais, tout à fait. Les fondamentaux restent sains en immobilier. C'est juste qu'on a une crise financière autour des taux qui est liée à une démondialisation qui fait que finalement on se retrouve en situation par capillarisation d'impact sur les autres actifs. Donc nous, très opportunistes sur cette année, parce que le contexte nous est favorable pour être opportuniste, et en plus on a les liquidités disponibles pour le faire, ce qui va nous permettre normalement de pouvoir constituer, et on en parlera un peu plus tard, de commencer à constituer un portefeuille dans des conditions, continuer à constituer un portefeuille dans des conditions extrêmement relutives pour nos associés. Donc, conditions chahutées, mais qui vont permettre pour un gérant agile de créer de la performance, c'est ce que je comprends. David, est-ce qu'on a parlé des valos, est-ce qu'on a des craintes à avoir sur les loyers ? Est-ce que la demande locative est toujours vigoureuse ? Est-ce qu'on a toujours des revenus qui, a priori, sont stables, voire qui s'apprécient avec l'inflation ? Alors, d'autant que la SCPI distribue, donc la question est tout à fait pertinente. Effectivement, on est dans un véhicule de distribution, donc si on doit privilégier un axe par rapport à l'autre, on ne peut pas tout avoir malheureusement dans la vie, on essaye toujours. En tout cas, si on doit privilégier un axe par rapport à l'autre, il faut privilégier les loyers par rapport aux gains en capital sur une SCPI, parce que c'est un véhicule de distribution. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de gros accidents aujourd'hui sur les locataires, puisque on voit une tenue de l'activité de manière plus globale dans un monde... Peu d'effets, effectivement, de défaillance sur les paiements de loyer. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on a effectivement ce monde inflationniste qui est un peu nouveau, parce qu'on a quand même connu un monde de taux bas depuis plus d'une dizaine d'années.
Il y a une majorité de gens, même les jeunes collaborateurs dans le marché qui arrivent, ils comprennent pas ce qui se passe. J'ai jamais vu de l'inflation, donc c'est un peu étonnant pour eux. Donc aujourd'hui, on se trouve dans cette situation inflationniste qui fait que l'immobilier, naturellement, protège au moins partiellement, mécaniquement, de l'inflation par le biais de l'indexation des loyers. C'est-à-dire que les loyers sont indexés, les loyers s'apprécient au fur et à mesure de l'indexation. Mais alors, après, il faut aussi garder raison. Hein. L'idée, c'est pas d'appliquer des indexations de dingue si demain matin, à un instant T, il y a un emballement de la machine, parce qu'il est plus important de garder son locataire que de l'étouffer. Donc, j'ai plutôt tendance à dire qu'on est au moins protégé partiellement, plutôt que de dire qu'on a une protection parfaite. Ça, c'est une légende urbaine, c'est pas vrai. Ça n'arrive pas. Donc oui, bon marché locatif. Il faut rester extrêmement attentif à la qualité des signatures, ce qu'on fait, parce que c'est quand même le plus gros moteur de performance de demain, ça reste le locatif sur une SCPI aujourd'hui dans le contexte actuel. Donc il faut absolument encadrer les locataires, mais il faut rester confiant dans l'environnement actuel. Alors, merci David pour ces précisions. Je comprends, Nicolas, de ce que dit David, finalement, que peut-être que la meilleure des choses à faire pour le moment, c'est d'être le plus agile possible, d'être le plus opportuniste, en fait, c'est-à-dire aller peut-être dans la zone géographique ou sur la classe d'actifs à un instant donné, qui va nous donner peut-être le plus d'opportunités. Les événements récents, la macroéconomie, l'arrivée de l'inflation, en fait, démontrent une chose, c'est que même si la construction européenne, du point de vue financier, est en train de se faire, que l'euro a tendance en fait à niveler les économies les unes avec les autres, eh bien en fait les structures de marché locales en immobilier réagissent différemment à cet environnement parce qu'il y a des coutumes, il y a des façons de faire, les banques agissent différemment. Et donc oui, c'est très compliqué quand vous n'êtes pas un professionnel de ce marché-là de déterminer quel pays va rebondir avant quel autre. Donc du coup, il faut avoir justement cette vision très précise, un peu ce qu'on a développé chez Remake, en tout cas les collaborateurs qui forment Remake depuis un certain nombre d'années sur l'investissement international, c'est savoir finalement lire ces tendances et pouvoir anticiper évidemment le plus possible ces tendances pour capturer des opportunités. Je ne dis pas qu'on va réussir tous les jours, mais en tout cas attention, il y a vraiment une décorrélation temporaire d'un certain nombre de marchés qui ne sont pas liés à la monnaie, mais liés plutôt à des environnements, des constructions de marchés qui sont très, très différentes. Donc oui, qui dit décalage dit opportunité d'investissement. Donc il ne faut pas hésiter effectivement à balancer d'un pays à l'autre en fonction justement de ces rééquilibrages qui se font plus ou moins rapidement. À droite ou à gauche, ouais. Et alors peut-être je vais anticiper un tout petit peu sur ce qu'on va aborder après. Pour une SCPI finalement comme celle de Remake, qui est petite, qui est en constitution, David le disait, qui est en croissance, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais finalement le fait d'avoir un petit véhicule et d'être dans un marché un peu chahuté, en fait, ça pourrait être vecteur d'opportunités et de performance à moyen long terme. Totalement. En fait, j'ai envie de dire que s'il y a un moment en fait aujourd'hui dans le cycle de marché où ça va être le tour des petites SCPI de faire leur trou, c'est bien aujourd'hui, parce que on se retrouve dans un monde de taux qui augmente, c'est-à-dire que les rendements sont de plus en plus importants tous les jours. C'est ça la conséquence des taux quand les taux remontent. Ça veut dire que tous les jours, on est dans un petit véhicule qui tous les jours va acheter des actifs qui ont un rendement supérieur à l'actif qu'on a acheté précédemment. Et le tout en n'ayant pas de stock, puisqu'on est en train de constituer notre stock. Donc ça veut dire que le gérant, il est pleinement tourné vers l'opportunité, il est pleinement tourné vers la situation de marché, il est focus sur sa performance, et il n'a pas la difficulté, parce que c'est une difficulté évidemment, de devoir à la fois construire sa performance de demain, tout en gérant son stock d'hier, qui a été acheté sur des niveaux de valorisation sans doute plus élevés. Donc nous, c'est une chance, on critique rien et on met pas le doigt sur des situations complexes, on a la chance. Il en faut un peu de temps en temps, donc on en a un petit peu à un moment donné. Voilà, on a la chance d'avoir le timing avec nous, le timing d'investissement, parce qu'on va pouvoir avoir une équipe complètement dédiée à la construction de la performance dans un monde qui change, dans un monde qui évolue et surtout dans un monde dans lequel les rendements ne cessent d'augmenter. Alors, en tout cas pour l'année 2023, parce que comme le dit Nicolas, on pourrait imaginer qu'à partir de 2024, ça commence à se tasser et envisager dans une seconde partie, en 2025, on va voir, on n'a pas de boule de cristal, si on en avait une, ça se saurait, mais en tout cas, envisager une nouvelle baisse des taux. Donc une réappréciation des prix. Et donc une réappréciation des prix sur la base des stocks qu'on avait pu acquérir avant. Donc oui, une très belle opportunité, il me semble, pour les petites, c'est ça, pour les petites SCPI qui vont, à mon sens, truster les podiums et truster les premières places encore quelques temps.
Alors, merci pour ces explications, David. Alors justement, j'en profite. On va peut-être faire la transition vers la troisième partie. On va s'arrêter peut-être un peu plus en détail sur la SCPI Remake Live. Tu parlais de performance des petites SCPI, David. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit point très rapide chiffré sur le bilan de cette première année de la SCPI Remake Live, les performances, la capitalisation? Est-ce que vous avez quelques métriques, quelques chiffres intéressants à retenir? Nicolas, allez, je me lance. Création de Remake Live en février 2022, donc c'est tout récent, donc elle a un an, un peu plus d'un an à date. Mais au 31 décembre 2022, elle capitalisait 120 millions d'euros. Donc 120 millions d'euros. Elle avait acquis 18 actifs dans 4 pays différents. D'autres pays sont en cours d'ouverture à ce stade-là. Et évidemment, cet alignement de planètes dont on parlait, avec un bon momentum de marché, l'absence de stock, ça nous a permis finalement d'investir dans de bonnes conditions, enfin il nous semble en tout cas, et donc d'afficher une première année en termes de taux de distribution. Donc ce sont les dividendes plus la fiscalité étrangère rapportée au prix de souscription, de 7,64%. C'est très élevé. Je rappelle juste que la performance long terme envisagée pour la SCPI, ce qu'on appelle un TRI, c'est 5,9 sur une durée de 10 ans. Donc on est ravis évidemment de battre notre objectif. On essaiera de faire le maximum pour le battre encore cette année. On rappelle juste quand même que c'est un investissement long terme, donc on va quand même se projeter à 10 ans. Oui, tout à fait, projeter à 10 ans. C'est une photo sur la première année, mais bien sûr, on se projette sur 10 années. Une collecte qui a finalement été assez intéressante, assez vigoureuse, alors portée par un marché, David le disait, de la SCPI qui a beaucoup collecté. Oui. Néanmoins, une collecte très satisfaisante sur la première année pour Remake. Exactement, 120 millions d'euros de collecte. C'est un très bon démarrage pour une SCPI, tiré par nos 2 canaux de distribution, assurance vie et puis aussi souscription en titre. Donc, alors il y a sans doute des facteurs qui expliquent cela. Je pense que la performance, en tout cas, en fin d'année, y a contribué, puisqu'on commençait à afficher nos premiers dividendes assez rapidement. Deuxième facteur, c'est également notre thématique d'investissement très diversifiée, très opportuniste. Donc je pense que ça c'est assez marquant. Puis on peut le démontrer à travers les investissements que nous avons réalisés. Troisième marqueur également, l'absence de commission de souscription, qui est encore une nouveauté. On est les troisièmes à avoir sorti ce type de produit. Et on souhaite vraiment que d'autres compétiteurs viennent dans ce marché. Et ça change la donne, notamment en assurance. Ouais, tout à fait. Un produit d'une nouvelle génération, quelque part. Exactement. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est 120 millions de collecte, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce que c'est la stratégie de Remake? Alors, la stratégie d'investissement, elle est basée autour d'une approche foncière. C'est-à-dire qu'on est extrêmement attentif à l'emplacement et à l'appréciation de cet emplacement. C'est-à-dire qu'on fait finalement le constat suivant, c'est que les villes se métropolisent. Cette métropolisation, elle entraîne de la densification, c'est-à-dire une élévation des immeubles. Cette densification, elle entraîne de la richesse, parce qu'il y a une concentration de gens qui payent des impôts, il y a une concentration de services publics, il y a une concentration de transports, etc., qui fait que la ville devient de plus en plus riche. Sauf qu'à un moment, malgré toute sa richesse, cette densification, elle atteint ses limites socialement. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens dans la ville, ils n'ont pas envie non plus de monter trop haut. Et puis on a vu par exemple à Paris, des permis de construire refusés sur certaines tours, etc. Et là, c'est le moment c'est un petit peu la bascule. C'est la bascule sur la ville et c'est la bascule au moment où la métropole s'agrandit. Alors on parle pas d'étalement urbain, ça c'est un mythe, on va pas non plus s'étaler de plusieurs vingtaines de kilomètres, mais ceci dit, elle grandit par cercle concentrique et à un moment elle absorbe le territoire le plus proche, le territoire qui est proche de la ville-centre et qui devient lui-même proche d'une partie de la métropole. Eh bien nous, c'est ça qu'on vise. On vise ces territoires qui sont vraiment déjà aux portes de la ville, aux portes du centre de la ville et qui seraient susceptibles d'être intégrés dans la métropole et bénéficier des richesses de la métropole et ainsi se revaloriser. Donc ça, c'est le premier critère. Chez Remake, c'est vraiment le premier critère. J'ai envie de dire que la typologie d'immobilier derrière, elle est un petit peu accessoire. C'est un peu provocateur ce que je dis, parce qu'on considère que finalement, si la valorisation sur l'emplacement interne est suffisante, on pourra de toute façon modifier l'usage de l'immeuble. Ce qui est important, c'est plutôt d'aller capturer des emplacements que d'aller capturer des immeubles. Et après, on reste extrêmement opportuniste. Sur tout à l'heure. Voilà, on reste opportuniste au travers de ces ans et on reste opportuniste sur les typologies. Je rappelle que les typologies d'immeubles, c'est quoi? On peut acheter du bureau, on peut acheter du commerce, on peut acheter de la logistique, de l'activité, de l'hôtellerie, de la résidence gérée, etc. Ce qu'on ne fait pas, nous, ou en tout cas ce qu'on ne fait pas encore, on a fait le choix aujourd'hui d'exclure certaines thématiques d'investissement dans nos allocations, c'est la santé,
et la logistique. Alors c'est pas du tout parce qu'on ne croit pas en ces secteurs, hein, attention, hein. C'est des secteurs qui sont extrêmement porteurs, portés aussi bien par la silver economy d'un côté que par la logistique du 1 kilomètre de l'autre. Et donc il n'y a aucun sujet sur la pérennité de cette typologie, aucun sujet et aucun doute à avoir. Par contre, on considère que les points d'entrée aujourd'hui ne sont pas très satisfaisants en termes de rentabilité et on attend une certaine correction sur ces typologies avant de rentrer. Voilà. Ça, c'est plutôt du market timing qu'une défiance sur la typologie. Finalement, c'est tactique. Exactement, c'est tout à fait l'opportunisme en fait. Hein. Exactement. Si je comprends bien, David, on peut dire que c'est finalement l'emplacement, mais pas au sens qu'on entend d'habitude, c'est-à-dire pied du métro en plein centre-ville, mais plutôt, je vais choisir une zone aujourd'hui qui est peut-être un peu méconnue, peut-être un peu moins densifiée. Je vais prendre une position maintenant dans cette zone et je vais accompagner sa prise de valeur dans la durée parce que je pense qu'elle va gagner. En gardant à l'esprit qu'une SCPI a une durée de vie de 99 ans, que nos investisseurs en moyenne restent plus de 20 ans investis dans la SCPI, ça veut dire qu'on a un passif qui est très long, on a des investisseurs qui sont très fidèles, et donc du coup on est capable d'avoir de faire des paris sur certaines localisations, sur certains actifs, sur des très longues durées. Ce qui n'est pas le cas d'un fonds institutionnel qui va pouvoir peut-être avoir une vision qu'à 5 ans. À 5 ans, vous ne pouvez pas transformer un immeuble, vous ne pouvez pas imaginer autre chose. Nous, on a du temps devant nous, on a du temps. Et en plus, nous, on pense que c'est plus vertueux vis-à-vis de l'épargne des Français. Les Français vivent plutôt en dehors de la ville-centre qu'à l'intérieur. Et on pense que c'est peut-être mieux d'investir finalement là où les Français vivent. On investit l'épargne des particuliers là où ils vivent finalement. C'est ça, c'est un peu c'est un peu un retour aux fondamentaux de philosophie de la un petit peu. Voilà. En France et en Europe, hein, d'ailleurs. Ouais, bien sûr. On a tendance à penser Paris, Lyon, Marseille. Ça, ce système-là fonctionne le partout. constat est valable en Europe de l'Ouest. Je refais un petit point très rapide, messieurs. On a évoqué tout à l'heure, Nicolas, tu nous expliquais que la dette avait drivé beaucoup de choses, avait été à l'origine de pas mal de mouvements sur le marché. Qu'en est-il pour la SCPI McLive ? Est-ce qu'il y a de la dette dans la SCPI McLive ? Est-ce qu'on va en mettre encore ? Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on fait une croix pour quelques mois ? Il n'y a pas de tabou sur la dette. En fait, la dette, elle a un prix, mais si ce prix est inférieur au rendement que vous pouvez tirer de vos investissements, vous avez ce qu'on appelle un effet de levier. Donc, à titre personnel, sur vos investissements locatifs, résidentiels, vous aurez exactement la même démarche. Chez Rimex, c'est exactement la même chose. Simplement, le coût de la dette étant plus élevé, on en aura probablement un petit peu moins que ce qu'on envisageait peut-être il y a 1 an et demi ou 2 ans. Nous, la dette, on ne l'utilise pas comme instrument finalement de surperformance, même si elle en génère, on est ravis. Ce qu'on souhaite, c'est toujours être surinvesti, toujours être investi en même temps que la collecte arrive. Le grand risque d'une SCPI, d'une jeune SCPI, c'est pas tellement son patrimoine puisqu'elle en a pas, donc du coup on n'a pas ses boulets aux pieds à gérer. Non, nous le grand risque c'est d'avoir de la collecte non investie, des effets de dilution et du coup des clients qui ne comprendraient pas pourquoi la performance n'est pas là. La dette permet justement, au-delà du délai de jouissance, de pouvoir être investi quand les capitaux sont là, donc d'éviter ce qu'on appelle la dilution. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup joué de ce facteur en 2000. Exactement. Tout en restant dans des proportions extrêmement raisonnables. Hein. Aujourd'hui, on a une dette corrigée des engagements immobiliers futurs, c'est-à-dire une dette financière, une dette bancaire de l'ordre de 15% de la capitalisation. On voit bien qu'on n'est pas sur des niveaux extraordinaires, mais ça nous suffit, nous, à permettre aux associés qui nous font confiance de ne pas être dilués en ayant toujours un petit coup d'avance sur l'investissement d'après. C'est ça, on va y revenir juste après, hein, le fait de bien caler les investissements avec l'arrivée de la collecte. Juste un point peut-être, on ne l'a pas encore abordé, mais on l'a dit en préambule, Remake Live, la SCPI, mais la société de gestion Remake également, ont été toutes les deux pensées avec une forte conviction, un fort engagement ESG dès leur création. Est-ce qu'on peut aborder peut-être ce sujet ensemble ? Est-ce qu'on peut d'abord traiter de la partie labellisation et puis peut-être après de la fameuse poche sociale qui est pour la première fois présente dans un véhicule type SCPI ? Je prends la poche sociale, tu prends la labellisation ? Allez, allons-y. On y va. Oui, alors, effectivement, donc, dans l'approche ESG, environnementale, sociale et gouvernance, il faut bien comprendre qu'il y a tout un corpus réglementaire qui est en train de se mettre en œuvre au niveau de l'Europe, au niveau de la France, au niveau du régulateur, l'autorité des marchés financiers, qui va en fait cadrer ce qu'est un investissement responsable. Et dans l'immobilier, c'est pareil. Vous êtes responsable si vous cochez un certain nombre de cases. Donc il y a un peu de complexité, mais je vais essayer de résumer tout ça. Vous avez en fait, pour simplifier finalement la lecture de votre engagement sur la finance responsable, vous pouvez obtenir un label ISR, investissement socialement responsable, qui va permettre en fait de démontrer via l'audit réalisé par un tiers, que vous avez bien suivi en fait les engagements que vous avez décidé de mettre en œuvre, qui vont porter à la fois sur des aspects environnementaux, consommation d'énergie, enfin diminution de la consommation d'énergie, etc., vous l'imaginez bien, mais également sociaux, c'est-à-dire
quel est l'apport de l'immeuble que vous gérez dans son environnement et pour les collaborateurs qui vivent dans cet immeuble. Ça, c'est la partie sociale. Et puis gouvernance, c'est comment vous embarquez tous les prestataires qui tournent autour de la SCPI, des administrateurs de biens, des entreprises de travaux, comment vous les embarquez dans votre démarche finalement vertueuse. Voilà. Nous, on a souhaité avoir des engagements ESG, environnementaux, sociaux, gouvernance, dès les premiers jours de Remake, pour qu'ils soient diffusés à l'ensemble des produits qu'on créerait dans le futur. Et donc forcément, Remake Live, qui a été dès les premiers jours, en fait, a une démarche ESG dès les premiers jours, qui a été sanctionnée 3 mois après sa création par un label ISR. Donc oui, c'est une SCPI qui a un label ISR. Si on regarde du côté de l'assurance vie, elle va être catégorisée SFDR8, encore du jargon, désolé, mais ça permet en fait de catégoriser notre produit dans une catégorie de produits plus vertueuse que la catégorie 6. Voilà. Alors, c'est 8 sur 9, hein, c'est ça. Hein. Alors voilà, c'est 6, 8 et 9, il n'y a pas de 7, c'est comme ça. Nous, on est en catégorie 8, la catégorie 9 étant la plus vertueuse de ce point de vue-là. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un audit externe qui est fait pour démontrer que les engagements que nous avons pris sont tenus. Et si vous ne les tenez pas, vous perdez votre label. Et là, c'est un peu catastrophique. Donc c'est très, très coercitif. Il ne faut pas oublier que dans l'immobilier, ce label-là est beaucoup plus dur que notamment dans d'autres classes d'actifs. Oui, et puis tout est palpable. Hein. L'immobilier, c'est tangible, on peut mesurer, et donc c'est difficile de se cacher. Et on est acteur de l'immobilier, on est acteur de ces actifs-là. Plutôt que d'acheter des titres sur lesquels vous ne pouvez pas faire grand-chose, si ce n'est que voter en AG avec vos maigres ressources, là, on est acteur de notre immobilier. Ce qui me fait dire d'ailleurs que nous, chez Remake, on achète des immeubles en pleine propriété parce qu'on doit pouvoir agir sur les immeubles. Si vous êtes en copropriété, c'est votre copropriété qui va choisir ce qu'elle veut faire. Du coup, vos engagements, vous aurez peut-être un peu plus de mal à les tenir. Ouais, c'est très clair. Alors peut-être David, du coup, alors merci Nicolas pour cette partie label, et David, du coup, pour aller un cran plus loin, la décision que vous prenez au moment de la création de la SCPI Remake Live, c'est d'y ajouter, d'y intégrer une poche sociale, une poche à travers laquelle on va pouvoir avoir une action sociale sur le logement. Explique-nous comment ça marche. En fait, ce qu'on disait, hein, c'est une rencontre de personnes à la création de Remake Asset Management, et ces personnes ont partagé tous l'idée d'aller un peu plus loin. Alors, Nicolas parlait du label ISR avec beaucoup de justesse, mais le label ISR, nous, c'est un label qui est très orienté sur la partie environnementale, sur la partie économie d'énergie, qui est liée à la classe d'actifs immobiliers, hein, qui est grande consommatrice de ressources. Et sur la partie sociale, c'est un peu plus, on va pas dire défaillant, mais en tout cas, c'est un peu moins prononcé. Donc, nous, on souhaitait aller plus loin que le label ISR, qui finalement est en train de s'imposer à tous. Hein. Aujourd'hui, si on veut continuer dans cette activité, dans cette industrie, on se doit d'avoir le label ISR. Donc, on a voulu aller plus au loin et porter nos propres convictions au travers d'une poche sociale. Alors, cette poche sociale, c'est quoi ? Cette poche sociale, c'est le choix de pouvoir agir au travers d'un immobilier utile qui aurait une rentabilité extra-financière et pas qu'une rentabilité financière. Je disais tout à l'heure, quand on était dans la logique d'investissement, qu'on est dans une logique opportuniste. Quand on est dans une logique opportuniste, qu'on fait des paris fonciers, finalement, on contribue à sa manière à la gentrification de la ville. La gentrification, vous savez, c'est cette amélioration des conditions de la ville qui font que le prix au mètre carré ne cesse d'augmenter, et puis après, les gens sont repoussés un peu plus loin. Parce ce qu'on ne dit pas, hein, c'est que le synonyme de gentrification, bien souvent, c'est exclusion. Et on a un certain nombre de catégories de population qui vivent dans une zone. La zone s'apprécie, les pouvoirs publics mettent à leur disposition des crèches, des écoles, des transports en commun. Les prix au mètre carré augmentent, et puis ils ont un 3e enfant, il faut prendre une pièce de plus, et pouf, on peut plus se loger, patatras, on part plus loin. Ça, c'est l'exclusion qui est liée finalement à la gentrification de la ville. Donc on voulait agir localement, en investissant en parallèle dans ces zones destinées à se gentrifier, en investissant dans l'immobilier social et en restant dans de l'immobilier qui est mesurable. Donc on a investi, par exemple, sur l'année 2022, 5 à 10% de la collecte. Hein. 5 à 10% de la collecte, hein, donc c'est quand même un effort de la part de nos investisseurs. Alors je me permets de te couper. Vas-y, bien sûr. 5 à 10% de la collecte, on comprend que c'est un immobilier qui est social, donc avec des loyers qui sont maîtrisés. On imagine que... Alors déjà, est-ce que la SCPI perçoit des revenus sur cette poche-là, et si ce n'est pas le cas, ou si c'est le cas, quel impact sur la performance globale ? Bien sûr. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, il y a 5 à 10% de la collecte qui est affectée dans de l'immobilier social. De l'immobilier social, ça peut être de l'immobilier de type logements sociaux, ça peut être de l'immobilier de type résidence étudiante à bas prix, ça peut être résidence médicale, des locaux associatifs, etc., etc. C'est tout ce qui peut avoir une utilité sociale. Est-ce qu'on a des loyers qui sont mis en face ? Pas forcément, puisqu'on peut avoir soit des conditions de location qui sont extrêmement basses,
pour pouvoir agir et faire en sorte qu'une opération puisse se tenir avec une association qui n'aurait pas pu prendre à bail ou en tout cas être dans un immeuble à un instant T si le loyer de marché avait été appliqué. Soit on est dans les opérations de logements sociaux. Dans les opérations de logements sociaux, on ne perçoit pas de loyer. Parce que nous, on n'est pas bailleurs sociaux. D'accord. Donc c'est pas Remake Live qui fait la gestion. Non, sur cette partie-là, Remake Live ne fait pas la gestion parce qu'on n'est pas bailleur social. On n'a pas cette qualité. Il faut être une qualité de bailleur social. On l'a pas en tant qu'SCPI. Donc, on achète ce qu'on appelle la nue propriété. C'est-à-dire on achète les murs de l'immeuble et puis l'exploitation est donnée à un bailleur social. Seulement, il y a une négociation, il y a un échange, il y a une explication pour expliquer un petit peu notre positionnement qui fait que finalement, le bailleur social va présenter le produit dans des conditions de loyer extrêmement basses. Exemple, la première acquisition qu'on a pu faire dans la poche sociale, c'est une résidence étudiante, 40 logements étudiants dans une résidence, dans une zone nouvelle qui est en train de se construire dans la communauté d'agglomération de Bordeaux, qui s'appelle Brazza. Dans cette zone de Brazza, il y a 300 000 m² qui sortent de terre, avec des bureaux, des crèches, des logements, etc., dans des conditions financières de prix au mètre carré extrêmement élevés. Hein. Le neuf en France, il ne nous aura pas échappé qu'on subit un petit peu sur le coût de construction une inflation délirante, qui fait que les prix au mètre carré ne cessent d'augmenter sur le neuf. Donc, on est dans cette situation d'avoir du neuf qui sort et nous, on a pris position sur ces 40 logements étudiants qui sont mis à disposition des étudiants dans des conditions de marché 50% moins chères que ce qu'ils auraient pu normalement trouver. C'est ça l'effort de Remake Live. C'est ça ce qu'on permet. On permet finalement à des étudiants de venir bénéficier d'infrastructures toutes neuves dans une zone qui sort de terre, dans des conditions de marché 50% inférieures à ce qu'elles auraient dû être. Sur l'exemple que tu donnes, c'est typiquement, on permet à des étudiants qui n'auraient peut-être pas eu les moyens finalement de poursuivre leurs études parce que la fac elle est à Bordeaux, finalement de venir se loger à bas coût. Exactement. Et il y a des besoins, il y a de réels besoins. Et ça coûte à peu près 30 centimes, selon nos calculs, 30 centimes de rendement. De rendement annuel. 0,3% de rendement annuel, tout égal par ailleurs, en moyenne. Hein. Est-ce que la performance, alors on parlait de nue propriété tout à l'heure, est-ce que du coup cette performance qui est perdue, ce rendement annuel est perdu, est-ce qu'il est récupéré d'une façon ou d'une autre par le véhicule ? Si le foncier finalement qu'on achète avec l'actif qu'on a dessus se valorise au bout de 20 ans, supposons, et qu'il y a une plus-value qui est réalisée parce que l'actif est revendu, de toute façon, tous les produits de cession de la poche sociale sont investis dans la poche sociale, et donc il y aurait potentiellement un effet boule de neige pour qu'on dépasse potentiellement les 10% de la collecte investie dans cette poche sociale. Est-ce que ça s'ajoute à l'effet mécanique comptable, finalement, de la nue propriété qui s'apprécie d'année en année ? Exactement. En fait, le fait d'investir en nue propriété, chaque année qui passe jusqu'à la période de rendement, génère mécaniquement une appréciation, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas bouger le marché, etc. Et donc, on a une appréciation technique qui se crée chaque année. Ça, c'est sur la valeur. Hein. Il n'y a pas de loyer, mais en revanche, sur la valeur, il y a bien la constatation d'une revalorisation. Merci messieurs. Alors je suis navré, je vais être obligé d'accélérer un petit peu. On a énormément de questions qui nous arrivent à travers le chat. Je vais évidemment prendre le temps de vous les poser, de vous les adresser. Peut-être juste pour conclure sur cette partie Remake Live, allez, les 3 ingrédients qui nous ont permis de faire cette belle perf en 2022 et peut-être d'en faire encore en 2023. Peut-être Nicolas ? Allez. L'opportunisme et l'agilité, ça c'est le premier ingrédient. Vous pourrez observer qu'on a acheté du bureau, de l'activité, du commerce. Nous, on pense dans des bons market timing et les bonnes localisations. Donc ça, c'est cette agilité. La deuxième recette, c'est sur la gestion du fonds. Vous savez, quand on est société de gestion, on n'est pas syndic, hein, j'ai rien contre les syndics, mais ça va vraiment plus loin que ce travail-là. Et en fait, le savoir-faire du gérant du fonds qui va devoir matcher à la fois de la collecte, dont il ne maîtrise pas nécessairement les flux chaque mois, et puis de l'autre, des investissements sans qu'il y ait de la dilution avant que le délai de jouissance arrive au terme pour créer la performance et sortir les 64, ça c'est un vrai savoir-faire que nous avons chez Remake, de par notre expérience. Et puis le troisième ingrédient, je le dirais, c'est l'absence de commission d'entrée, de frais de souscription à l'entrée qui, mécaniquement, en termes de TRI, encore une fois, toute chose égale par ailleurs, crée un surcroît de performance puisque vous n'avez pas à payer 10% pour voir. Vous n'avez pas à payer 10% avant d'entrer et vous bénéficiez de vos premiers dividendes potentiellement 3 mois après avoir souscrit. Donc cet effet de marge qui n'existe plus génère un facteur, une performance potentielle supplémentaire. Merci. Messieurs, je vous propose qu'on passe aux questions. La première peut-être pour David. La question est la suivante. Est-ce qu'il est toujours intéressant d'investir en SCPI en 2023 ?
Alors bien sûr qu'il est toujours intéressant d'investir en SCPI en 2023, puisque comme on l'a dit, on a encore beaucoup d'opportunités sur l'année 2023 qui s'offrent à nous, à l'étranger et puis certainement en France au second semestre, pour pour pouvoir être en capacité de prendre des positions sur des immeubles qui auront des rendements extrêmement intéressants et en tout cas plus intéressants, plus importants que ce qu'on a pu connaître sur les 3 dernières années. Donc oui, le market timing est bon. Pour continuer à créer. Attention, après, évidemment, on n'a pas de boule de cristal sur le marché immobilier, mais en tout cas, aujourd'hui, les fondamentaux restent ça. Et tu expliquais tout à l'heure que la SCPI, finalement, c'est un bon rempart contre l'inflation quand on a de l'épargne à placer. Absolument. Alors c'est ce qu'on appelle un hedge, c'est-à-dire que ça protège partiellement de l'inflation, puisqu'on a d'un côté l'inflation donc qui va diminuer le pouvoir d'achat, et puis de l'autre des loyers qui s'indexent régulièrement aux dates anniversaires des baux, et donc ça permet d'avoir un petit peu plus de loyers à chaque fois qu'on indexe, et donc de lutter contre le phénomène de l'inflation. C'est très clair, merci David. Deuxième question, peut-être pour Nicolas. Votre SCPI est-elle disponible en direct ou faut-il passer par un professionnel ? Alors, on a fait le choix, c'est le choix de Remake, déjà d'avoir 2 grands canaux de distribution, l'assurance vie, donc la SCPI est disponible l'assurance vie chez 4 assureurs dans pas mal de contrats. Je vous invite à contacter votre courtier, il va vous expliquer. Et puis on a aussi le canal souscription en direct, donc vous achetez vos titres en direct dans la SCPI. Vous pouvez soit l'acheter à crédit, soit au comptant, soit par une formule d'abonnement, etc. Donc on a vraiment en démembrement, bien évidemment. D'ailleurs, le démembrement sur les SCPI sans commission de souscription, c'est sur cette stratégie en fait une vraie bonne idée. Mais en revanche, il y a une chose sur laquelle nous on reste vraiment arc-boutés, c'est que on veut valoriser le conseil de nos conseillers en gestion de patrimoine, des courtiers, et donc du coup on commercialise pas en direct la SCPI. On passe systématiquement par des conseils. Je pense que pour un investissement sur 10 ans, surtout dans un marché chahuté qu'on est en train de vivre, mieux vaut être bien conseillé, et donc on valorise ce conseil. Donc voilà, donc nous quand on nous appelle, et ça nous arrive, on appelle en direct la société de gestion, est-ce qu'on peut souscrire notre produit, on les renvoie chez des partenaires. Directement, parce que c'est leur métier en fait. Moi je suis nul en gestion de patrimoine, il ne faut surtout pas m'appeler, je le dis ici, donc non, il faut mieux contacter votre courtier. D'accord, c'est très clair, merci beaucoup. Ça ne coûtera pas plus cher d'ailleurs, soit dit en passant. C'est exactement. Alors, troisième question, qui est une question qui est pas mal revenue, donc je vais vous la poser. Alors, je la pose peut-être à Nicolas, mais je pense que David, tu pourras intervenir. SCPI sans droit d'entrée, alors vous vous rattrapez ailleurs ? Oui, alors oui, c'est le grand débat. Alors l'idée, nous, c'est que dans ce concept-là, on a dans une autre vie lancé ce concept. L'idée, c'est évidemment pas de créer un produit low cost. Donc Remake n'est pas low cost. Je crois qu'il n'y a aucune SCPI qui revendique d'ailleurs ce terme. Il y a bien des frais. Et si on regarde les frais payés sur un horizon de 10 ans, oui, la société de gestion, c'est une bonne nouvelle, elle vit. Mais ça permet quand même aussi d'assurer une bonne gestion parce qu'il y a la technicité derrière. Donc c'est pas low cost, c'est pas vrai. Simplement, plutôt que de dire, vous commencez par payer 10% ou 12%, enfin ça dépend des SCPI, il y en a qui sont plus chers, d'autres moins chers, enfin c'est pas très grave tout ça. Plutôt que de payer tout de suite pour voir, vous avez la possibilité de payer l'équivalent de ce que vous auriez payé à l'entrée, sur la durée de vie de votre investissement. Donc, dit autrement, si vous investissez sur une durée de 10 ans, il y a de fortes chances que vous payiez finalement moins de frais que si vous aviez investi dans une SCPI qui prend des commissions d'entrée. Si vous restez investi 30 ans, là, franchement, il y a match. Si vous restez investi 20 ans, il y a aussi match. Mais en fait, c'est pas tellement ça le sujet. À la fin, le juge de paix, c'est la performance, je pense. Alors, pas sur 1 an, 2 ans, ou même 3 ans, c'est de dire sur un horizon de 10 ans. Et vous verrez que finalement, assumer ses frais sur une durée de 10 ans, c'est pas très grave si vous avez de la perf. Et je dirais plus, si vous payez vos frais finalement à travers les frais de gestion, comme c'est le cas chez nous, puisqu'il n'y a pas de commission d'entrée, donc plus de frais de gestion, je veux dire, tant que vous êtes satisfait de votre perf, vous acceptez de payer des frais plus importants. Donc nous, c'est un peu ça notre philosophie. Parce qu'à la fin, s'il y a de la performance, il y a compréhension des frais, mais au global, ce n'est pas un produit low cost ou qui se rattrape par ailleurs. C'est simplement que vous avez le choix entre 2 modèles de SCPI, la SCPI à commission d'entrée et puis la SCPI sans frais de souscription. Voilà. C'est une structure de frais qui est différente en fait. Exactement. C'est un nouveau modèle. C'est la structure qui est juste différente, qui étale, qui propose. C'est aussi une différence de philosophie. C'est-à-dire que nous, on considère qu'on préfère, en tant que société de gestion, en tant que gérant, d'être payé pour investir, pour gérer des actifs immobiliers. Dans la continuité. Pour accompagner les actifs et leur performance, et pas être payé pour lever des fonds.
Parce que finalement, être payé pour lever des fonds, c'est pas notre métier. Hein. Nous, notre métier, c'est vraiment de gérer les actifs. Donc il y a aussi un aspect philosophique qui correspond et qui plaît aussi à une nouvelle génération d'investisseurs, hein, plus jeunes, plus agiles aussi, et qui ressemblent plus aux autres produits de placement d'ailleurs, les Oui, c'est vrai. OPCVM notamment, hein, qui fonctionnent de la même façon que ce que nous proposons. Exactement. Oui, on parlait de l'assurance vie, finalement, on se rapproche là des produits de placement qu'on trouve habituellement dans les contrats d'assurance vie. Exactement. Quand vous faites l'expérience d'investir dans une SCPI en assurance vie, une SCPI qui a des frais d'entrée, vous verrez en fait un écart entre votre prix d'entrée puis votre valorisation, puis vous vous poserez la question en disant pourquoi il y a un écart, c'est parce qu'il y a des frais d'entrée. Nous, la magie d'une SCPI sans commission de souscription, c'est que votre prix de souscription est égal à la valorisation de vos titres le lendemain. Du coup, exactement comme les autres OPCVM du marché dans leur grande majorité. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est éviter cet effet de marge qui est parfois assez incompréhensible. Et ça rend le produit du coup comparable. Et ça rend le produit comparable. Ouais. Merci pour ces réponses. Alors, peut-être deux dernières questions. Allez, je vois qu'on est ric-rac sur le temps, mais elles sont intéressantes. Je vais essayer de vous les poser. Alors, la première question, c'est comment est-ce que vous faites, et notamment en dehors de France, pour trouver les immeubles, trouver les zones? Finalement, quel est votre sourcing? Comment vous analysez les choses, que ce soit les immeubles ou les endroits où on investit? Alors, déjà, ce qu'on disait en entrée, c'est que ça fait quand même 15 ans, entre 15 et 20 ans qu'on est dans ce milieu, donc ça fait entre 15 et 20 ans qu'on a déjà commencé à investir à l'étranger. Mes premiers investissements à l'étranger, en immobilier d'entreprise, je les ai fait en 2005. Donc, j'ai pas attendu effectivement que ça devienne la mode. Donc, on s'est constitué un réseau d'apporteurs d'affaires, de brokers. Et après, on a effectivement une connaissance des marchés au fur et à mesure. On a eu la chance, c'est une chance aussi, de bénéficier de l'expérience, d'être passé par des belles maisons dans lesquelles on a pu investir énormément d'argent dans énormément de zones, qui nous a permis de nous déplacer, de connaître ces zones, de voir. Parce que l'immobilier, ça reste un marché local. Hein. Il faut aller voir, il faut aller sentir, il faut comprendre comment s'articule la ville, il faut comprendre les nœuds de transport, il faut comprendre s'il y a un intérêt dans cette zone, si cette zone, elle peut avoir un intérêt demain, et essayer toujours d'anticiper tout ça. Donc, le sourcing, il nous est clairement apporté par les gens qu'on a pu rencontrer dans nos carrières professionnelles, et il est aussi apporté par la notoriété croissante du produit. C'est-à-dire que l'argent appelle l'argent, hein. Plus vous investissez, plus vous êtes connu, et plus vous êtes connu, plus on vous amène des dossiers aussi. Donc, un réseau personnel, des professionnels du marché. Voilà. Bien acheter, c'est pouvoir choisir. Donc, plus vous avez ce qu'on appelle un deal flow, donc des opportunités d'investissement importantes, plus vous pouvez choisir, mieux vous achetez. Donc ça, l'ouverture, en fait, c'est très important. Et c'est ce qu'on cultive depuis... Tu as raison de le préciser, parce qu'on a effectivement investi plus de 140 millions, je crois, l'an dernier, puisqu'on avait la CAPI plus un tout petit peu de dette. Et sur les 140 millions, pour arriver à ces 140 millions d'investissements, on a reçu 3,5 milliards d'euros de dossiers. Voilà. C'est donc ça l'effet la de filtre. filtre. Vous voyez le filtre, et on a dû se positionner sur 400 millions, je crois, 400 millions d'euros d'actifs. Donc ça veut dire que depuis le début de l'année, 2 milliards d'euros. Finalement, sur 3,5 milliards, il n'y a que 10-12% des dossiers qui nous ont intéressés, et sur ces 10-12%, on en a remporté un tiers. Ouais. C'est ça la réalité. Donc il faut pouvoir choisir. Et c'est sûr que quand on ne peut pas choisir, quand on n'a pas le réseau, on subit. Et si on subit, on est plus à même de faire une erreur d'un investissement. Allez, dernière question. Est-ce que le potentiel de revalorisation des actifs est plus important en France ou dans d'autres pays d'Europe? Et si c'est dans d'autres pays d'Europe, quelles sont les zones qui, à votre avis, à moyen long terme, pourraient présenter le plus d'opportunités? Alors, on voit plutôt des potentiels de dévalorisation, hein. On ne va pas se mentir. Donc en France, on n'en est pas arrivé là, mais il y a ces phénomènes de remontée des taux qui, vous savez, c'est l'effet inverse. Hein. Quand les taux montent, les prix baissent. Hein. Si les taux remontent, les prix baissent. En France, ce n'est pas encore le cas, mais on commence à sentir des choses. À l'étranger, dans certains pays, c'est déjà le cas, mais ça pourrait perdurer encore cette année. Donc évidemment, on ne connaît pas la pente, la durée, voilà. Donc en tout cas, nous, on a le sentiment qu'il y a certains pays dans lesquels, ça y est, ça a été amorcé, et puis on est plutôt en fin de correction. Vous savez comment on repère en fait que la correction a été faite? C'est que quand vous avez la possibilité d'investir dans votre livret A à 3%, capital garanti, liquidité garantie, et qu'on vous propose, je ne sais pas, un produit immobilier qui investit à Paris Centre et qui va vous sortir du 3% de rendement, vous allez faire quoi? Vous allez arbitrer finalement le risque de l'immobilier et potentiellement l'absence de liquidité pour un produit en fait sur lequel il y a zéro fiscalité, la liquidité. Mais c'est exactement ce mécanisme-là qui passe. Tant que les rendements immobiliers n'ont pas
repris en fait un écart de performance suffisant par rapport à ce placement sans risque, Ce qu'on il n'y appelle a pas de ce compétitivité. qu'on appelle la prime de risque. C'est ça, c'est la prime de risque. Donc, les pays sont en train de reconstituer cette prime de risque. Les pays les plus en avance sont plutôt les pays du Nord, ainsi que l'Espagne et d'autres pays. Les pays les plus en retard, c'est plutôt l'Italie et la France, notamment, sur lesquels il y a encore du travail à faire. Donc Nicolas a raison, on a raison plutôt où les actifs se déraillent. Si la question, par rapport à la question, tu sais, si le scénario de l'internaute qui pose la question, et c'est parce que peut-être qu'il pense que les taux vont rebaisser et donc on sera dans une optique de revalorisation, alors à ce moment-là, la réponse serait de dire il vaut mieux investir dans les pays qui ont le plus été dégradés jusqu'à présent, parce que forcément, comme ils ont corrigé à la baisse plus vite que les autres, on peut supposer qu'ils vont corriger à la hausse plus rapidement que les autres lorsque ça va mieux se passer. Exactement. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut identifier les pays, c'est voir là où ça a davantage corrigé pour espérer une correction. Attention, ça ne veut pas dire que ça va arriver, hein. C'est juste répondre dans le contexte de la question. Et n'oublions pas une chose, c'est que l'investissement en immobilier et en SCPI aussi, c'est 10 ans d'horizon, c'est-à-dire que ce qu'on est en train de connaître ici, avec des revenus locatifs qui sont plutôt stabilisés, mais des valorisations qui bougent, j'ai envie de dire, regardons tout ça à 10 ans. Si ça chahute de quelques pourcentages en fait, cette année sur vos produits, il n'y a pas de panique à avoir. Sur les revenus, on est plutôt, nous, positifs. Donc voilà, on est plutôt de l'ordre de l'accident que de la vraie correction très long terme, structurelle, dans laquelle... correction plutôt technique. Exactement. Messieurs, on arrive au bout de ce webinaire, on a même légèrement dépassé de quelques minutes. Je suis absolument navré pour nos auditeurs, on n'a pas pu adresser toutes les questions qui sont arrivées dans le chat. Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, ce chat sera disponible en replay et vous sera envoyé par email. Vous retrouverez toutes les réponses aux questions que vous nous avez posées en amont ou que vous vous posez en ce moment. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence, à remercier Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. Merci Benoît. Et David. Merci David. Benoît. Et à vous dire à très bientôt.